Bonjour et bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous raconte Paris à travers son histoire, son architecture, sa décoration et ses légendes. Depuis quelques semaines, nous étudions l'histoire du patrimoine. Nous avons révisé notre histoire de France, le vocabulaire architectural et découvert quelques événements curieux. Aujourd'hui, faisons une pause. Je me propose de vous raconter la légende du petit homme rouge des Tuileries. En soi, une histoire de fantôme, mais pas très effrayante, plutôt surprenante, car il s'agit d'un fantôme protecteur, tel la Dame Blanche, qui apparaissait aux vivants pour les prévenir d'un danger, d'une mort imminente ou d'une défaite politique. Je n'en dis pas plus. Partons immédiatement pour le palais des Tuileries. À la mort de son époux Henri II, Catherine de Médicis ne supporte plus de vivre dans le palais des Tournelles. Elle emménage au palais du Louvre, sauf qu'elle ne s'y plaît pas. Finalement, elle se fait construire un petit peu plus bas, sur les terrains achetés par François Ier, un palais somptueux et un jardin à l'italienne. Autour du jardin des Tuileries se trouvent des couvents, des hôtels particuliers, et surtout l'abattoir où Jean l'Écorcheur travaille avec ses deux fils. Un soir de novembre 1564, la reine ordonne à son homme de main, le chevalier de Neuville, de tuer le boucher. Pour quelle raison Jean aurait-il surpris une discussion compromettante entre la reine et Neuville? Aurait-il aidé la reine à faire disparaître quelques gêneurs? Certaines légendes prétendent que l'artisan était au service de la reine et lui fournissait des ingrédients nécessaires à ses rituels de magie noire. Hélas, l'homme avait la langue bien pendue et se serait montré quelque peu indiscret. La reine se sentit donc obligée de le faire taire. D'autres versions penchent en faveur d'un souci pécuniaire. Catherine de Médicis lui aurait offert une somme d'argent contre son échoppe, somme que ce dernier aurait jugée insuffisante. Plutôt que de négocier, la reine l'aurait fait assassiner. Dans tous les cas, le boucher doit disparaître. Neuville attend le coucher du soleil pour agir. Il s'approche du boucher, occupé à nettoyer ses outils à la porte de son abattoir. Il plante la lame de son épée dans le dos. La reine considère que tu en sais trop. Tu dois mourir. Jean vient de payer le prix du silence. Hélas, pour votre assassin, l'artisan est du genre résistant. Bien qu'il s'effondre sur le sol, il ne semble pas vouloir mourir. Neuville est obligé de s'y reprendre à 3 fois pour l'achever. Peu de temps avant d'expirer son dernier soupir, Jean murmure « Je reviendrai ». Coriace, l'écorcheur, pense le tueur en essuyant la lame de son épée et en rajustant ses vêtements. Sa besogne accomplie, Neuville quitte l'abattoir afin de rejoindre le palais des Tuileries. Il doit rassurer la reine. Pourtant, sur le chemin, il se sent suivi. Il se retourne, personne, sauf des traces de pas ensanglantés. Sans doute un écorcheur sorti des abattoirs après avoir oxydé une bête, pense-t-il. Il reprend la direction du palais et entend des pas crisser sur les graviers du chemin, juste derrière lui. Il n'est donc pas fou, quelqu'un le suit. L'homme de main se retourne vivement tout en brandissant son épée. Jean lui fait face, titubant, dégoulinant de sang. Impossible, l'homme est mort. Et pourtant, il est là. Neuville tente de l'éventrer avec son épée, mais ne fait que fendre l'air. Néanmoins, le fantôme disparaît. Effrayé, l'homme de main retourne à l'abattoir. Le corps a disparu. Seule une mare de sang témoigne du crime. Il fouille les environs, pensant que le boucher a survécu et qu'il s'est caché. Personne. L'homme n'est plus. Tremblant de tous ses membres, l'homme court raconter sa aventure à la reine. Celle-ci se moque éperdument de sa peur. Mon pauvre Neuville, il est temps de changer de fonction si vous croyez aux fantômes. C'est à coup sûr l'un des hommes qui travaille à l'abattoir qui se sera amusé à vous faire peur. Afin de le réconforter, elle lui lance une bourse bien garnie.
Sous cette apparence digne se cache une femme superstitieuse. Pas sûr que son sommeil fût si serein ce soir-là. Quelques années plus tard, en 1571, Catherine de Médicis a rendez-vous avec son astrologue, comme Ruggieri. Il est en retard, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Elle décide de patienter dans le petit salon. 10 heures sonnent quand la porte s'ouvre brusquement sur l'Italien, livide. Il s'effondre dans un fauteuil avant de s'expliquer. J'ai eu une vision terrible la nuit dernière, alors que je travaillais sur votre horoscope et celui de vos proches. Une torpeur soudaine a brûlé mes sens. J'ai pensé au vin de Florence, mais je n'en avais pas vu au dîner. Soudain, une brume rougeâtre a envahi la pièce. Elle s'est étalée en planant au-dessus du tapis. Je ne voyais même plus mes pieds. Puis, elle s'est rassemblée en une forme allongée au sommet de laquelle est apparu un visage. Ce spectre a alors pris la parole pour m'annoncer des choses horribles que je n'ose vous répéter. Elle concernait l'avenir des Tuileries et de votre majesté. Marine insiste à connaître la suite de l'histoire, des prédictions du fantôme qu'elle soupçonne d'être celui de Jean l'Écorcheur. L'astrologue reprend. J'ai vu l'ascension, la chute, la disgrâce successive des futurs maîtres du palais au fil des siècles. Enfin, le fantôme m'a demandé de vous avertir que vous aviez commis un crime de trop. Il a l'intention de vous chasser d'ici et de ne vous laisser aucun repos. Selon lui, vous ne pourrez pas échapper à votre destin. Vous mourrez près de Saint-Germain. Troublée, Catherine de Médicis se retire dans ses appartements et s'allonge sur son lit. Elle se lève pour ouvrir une fenêtre, faisant entrer un brouillard rouge dans la pièce. Des visages faméliques et grimaçants se forment et dansent autour d'elle. Ils crient « Assassin! Assassin! Tu nous rejoindras bientôt !» Puis, il cède la place à un homme rouge sang qui lui répète les prédictions faites à l'astrologue. Saint-Germain te verra mourir. La Florentine hurle d'effroi, ameutant cette arme de compagnie qui la trouve allongée sur le sol. Elle fait interrompre aussitôt les travaux du palais des Tuileries en 1572 et entamer la construction de l'hôtel de Soissons, qui se trouvait à la place de l'actuelle Bourse du Commerce. Le palais des Tuileries avait la malchance de se trouver trop près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle refusa de remettre les pieds au château de Saint-Germain-en-Laye ou de visiter l'église de Saint-Germain-des-Prés. Toutefois, en dépit de ces précautions, Catherine ne put échapper à son destin, comme le lui avait prédit le fantôme. Sentant sa fin venir le 5 janvier 1589, la reine demande la présence d'un confesseur. Ce dernier arrive au château de Blois, s'agenouille près de la vieille femme et récite quelques prières. Libérée de ses péchés, elle demande à connaître l'identité du prêtre, Julien de Saint-Germain. Poussant un grand cri d'effroi, Catherine de Médicis s'éteignit. Après 20 ans de silence, le fantôme rend visite à Henri IV dans la nuit du 13 au 14 mars 1610. Celui-ci ne lui prête pas la moindre attention. Le lendemain, alors que le roi décide de prendre des nouvelles de son ami Sully qui est souffrant, son carrosse est bloqué par des charrettes dans la rue de la Ferronnerie, près d'une auberge dont l'enseigne représente un cœur couronné percé d'une flèche. Cet arrêt permet à François Ravaillac de poignarder le roi. Jean l'Écorcheur vient visiter le jeune Louis XIV, qui n'est alors qu'un enfant, pour le prévenir de la fronde. Quelques jours avant que les troubles n'éclatent, il heurte la reine régente Anne d'Autriche. Il se manifeste une nouvelle fois le 8 mars 1661, à la veille de la mort de Jules Mazarin. Plusieurs témoins affirment même l'avoir vu le jour de la mort du roi Louis XIV, le 1er septembre 1715. Le temps s'écoule et le fantôme est oublié.
le 21 juin 1791, le matin qui suit le départ de Louis XVI pour Varennes, où il est arrêté, des témoins rapportent avoir vu le fantôme allongé sur le lit du souverain. Quelques mois plus tard, en octobre, l'homme rouge apparaît à la reine Marie-Antoinette et à sa servante alors qu'elle se promène dans les couloirs du Louvre, lequel a été relié au palais des Tuileries par une galerie. Je vous lis un extrait des Confessions de la servante. À ce moment, nous entendîmes distinctement un bruit léger, à quelques pas de nous. Nous nous trouvions alors au centre d'une sorte d'étoile où venaient aboutir des couloirs obscurs. Le sentiment naturel de ce que je devais à ma souveraine vainquit ma faiblesse, et je m'élançai devant Marie-Antoinette en élevant en l'air mon bougeoir de vermeil. Une forme bizarre apparaissait semblant descendre un à un les degrés taillés dans la pierre des murs. C'était une façon de petit homme vêtu de la manière qu'on représente les bourgeois du temps passé, avec des chausses à trousses, une casaque tailladée et coiffé d'un chaperon à oreillère et à queue pendante. Mes tremblantes mains dirigeaient la lumière de son côté, et nous vîmes qu'il était tout habillé de rouge. Au cri que je ne pus retenir, cet être affreux, qui me parut avoir les traits d'un vieillard et la taille d'un enfant, leva la tête, et remontant brusquement d'un vif élan les degrés qu'il était en train de descendre, nous le vîmes s'élever tout d'un coup comme s'il voulait donner de la tête contre la voûte et disparaître. Marie-Antoinette était immobile et pâle. J'osai saisir sa main glacée. « Rentrons, me dit-elle. Rien d'humain ne nous menace en ces lieux. Sans doute que la Providence a voulu m'attirer jusqu'ici pour m'avertir par un signe des dangers qui menacent la monarchie. Votre Majesté pense donc que nous venons de voir le petit homme rouge, celui qui erre dans les détours du Louvre quand le roi de France est en péril. Je ne sais si notre croyance catholique nous permet d'ajouter foi à cette superstition, mais comment douter du témoignage de nos cieux? Nous rentrâmes, elle impassible, moi terrifiée. Je suis la dernière servante de la monarchie qui ait vu, de mes yeux vus, le petit homme rouge du Louvre. Un soir, 1792, alors que la famille royale est assignée aux Tuileries, Marie-Antoinette, qui se trouve seule dans sa chambre, voit l'air se remplir d'une fumée rouge et se dessiner la silhouette d'un homme ensanglanté. La reine, chancelante, pense apercevoir le spectre de Jean le Rouge, qui quelques jours auparavant avait hissé au bout d'une pique le cœur d'un veau en criant « Cœur d'aristocrate !» Un cri lui échappe, et le fantôme disparaît. Le lendemain, le roi l'aperçoit à son chevet, qui l'observe, sans rien dire. La reine le revoit le matin du 10 août, alors que les sans-culottes se rassemblent aux abords des Tuileries. Marie-Antoinette aurait demandé au comte de Saint-Germain, magicien, de la protéger du spectre, sans résultat puisque quelques mois plus tard, Louis XVI est transféré à la prison du Temple. La reine vit le petit homme rouge jusqu'à sa condamnation à mort et son transfert à la conciergerie. Le 15 juillet 1793, le corps de Jean-Paul Marat, assassiné 2 jours plus tôt par Charlotte Corday, est exposé dans l'église des Cordeliers, face aux Tuileries. À cette occasion, le petit homme rouge fait une apparition remarquée, terrifiant le pauvre soldat chargé de surveiller la dépouille et provoquant ainsi sa mort par arrêt cardiaque. Le petit homme rouge s'intéressa à Napoléon bien avant qu'il ne devienne empereur. Pendant des années, il semble veiller sur lui, le prévenant des événements à venir, des victoires comme des défaites. En juillet 1798, la nuit précédant la bataille des Pyramides, le fantôme apparaît au jeune général pour la première fois et lui promet la victoire. À cette occasion, les 2 hommes signent un pacte de fidélité. Durant 10 ans, le petit homme rouge prodigue à l'empereur ses conseils, présidant ainsi à sa fulgurante ascension. Le 1er avril 1799, durant le siège de Saint-Jean d'Acre, après un nouvel assaut malheureux, Napoléon veille dans sa tente, plein d'inquiétude et d'indécision, quand soudain, peu après minuit, apparaît un petit homme au visage noir, à la barbe blanche, vêtu de rouge et portant un turban. Le visiteur s'incline profondément et sort de sa manche un poisson d'argent ciselé qu'il tend à son hôte. À sa vue, l'empereur pâlit et fait signe à son visiteur d'entrer.
L'entrevue entre les deux hommes reste secrète. Pourtant, quelques semaines plus tard, le 17 mai, Napoléon décide de mettre fin au siège et de rentrer en France. Le fantôme serait venu le voir dans sa résidence française et lui aurait conseillé le coup d'état du 18 Brumaire. Tu seras heureux jusqu'à ta 45e année. Jusque-là, je te protégerai. Ensuite, tu n'auras plus confiance qu'en toi et je t'abandonnerai. Le 19 août 1800, le premier consul s'installe aux Tuileries. En rentrant dans sa chambre, il aperçoit une enveloppe rouge cachée noire près de la pendule. Les domestiques ne l'ont jamais vue et n'ont laissé entrer personne à la pièce. À l'intérieur de l'enveloppe, une phrase. « Tu seras roi, Macbeth. » Signé l'homme rouge. Je vais vous lire à présent un extrait des Mémoires de Napoléon qui date de 1834. Je rentrai un soir lorsque dans ma chambre à coucher et à la pendule, je vis une enveloppe qui me frappa par sa couleur. Elle était rouge et le cachet noir. « Qu'est-ce » demandai-je à mon domestique. « Citoyen général, je n'en sais rien. Ce n'est pas toi qui l'as apporté ici. » « Non. À qui l'a-t-on remise ? » ?»« Je ne sais pas. » Je fais appeler Junot et il n'avait rien vu. Son camarade n'avait pas apporté le pli ni vu personne. Je me fâchai. Ce fut en vain. Je dis au domestique de me donner la lettre. Je l'ouvris. Il y avait dedans cet hémistiche d'une tragédie de Durcis. « Tu seras roi, Macbeth. » Et plus bas, ces mots. L'homme rouge. Dirais-je qu'une vive émotion me saisit. Je sentis le feu monter au visage. Mes aides de camp étaient là. Ils m'examinaient. Je ne balançais pas, et m'approchant de la cheminée, je fis une boule de la lettre, de l'enveloppe, et jetai le tout au milieu du brasier ardent. M'annoncer que je serais roi, et après le 13-20 denières, c'était de l'insolence, et cela venait certainement d'une main ennemie. Le 14 juin 1800, le soir de la victoire de Marengo, l'homme rouge apparaît aux pieds de Napoléon, et s'adressant à lui, il prophétise. « Tu verras le monde à tes genoux, et tu seras empereur des Français, roi d'Italie, maître de la Hollande, souverain de l'Espagne et du Portugal, province illyrienne, protecteur de l'Allemagne, sauveur de la Pologne, premier aigle de la Légion d'honneur, et tout. » Tant que les deux parties respectent les termes du pacte, celui-ci fonctionne très bien. N'oublions pas que la condition est la suivante. Tout ira bien pour toi et pour ta patrie, tant que tu suivras mes conseils. Hélas, tout change après le sacre de l'empereur Napoléon Ier, le 2 décembre 1804. Le petit homme rouge vient le voir ce jour-là et les deux hommes conviennent de bien des choses. Napoléon le revoit à Strasbourg en 1805 au cours de la campagne, qui devait se terminer par la victoire d'Austerlitz, ainsi que le 1er avril 1809 à Vienne, juste avant Wagram. Bien que le pacte soit renouvelé pour 5 ans, l'empereur n'écoute pas les conseils de l'homme rouge et divorce de Joséphine de Beauharnais. Le 1er avril 1810, il épouse civilement Marie-Louise d'Autriche à Saint-Cloud. L'homme rouge, qui reproche à l'empereur son divorce et la guerre d'Espagne, se présente à la veille du mariage, mais Napoléon refuse de le recevoir. Déçu, ce dernier hante les couloirs du château de Fontainebleau pour le punir pendant la période des 100 jours. Le pacte entre Napoléon et son protecteur doit se terminer le 1er avril 1814, année des 45 ans de l'empereur. Quelques mois avant l'échéance, le petit homme rouge se présente aux Tuileries. S'adressant à un factionnaire placé dans l'escalier du château, il lui demande s'il peut parler à l'empereur. Le soldat ayant répondu négativement, le démon le pousse et monte. Arrivé au salon de la paix, nul ne semble arrêter. L'esprit maléfique s'adresse à un chambellan et lui demande s'il peut parvenir jusqu'à l'empereur. Le comte d'A répondit que personne ne pouvait entrer sans permission. Je n'en ai pas, mais allez lui dire qu'un homme vêtu de rouge, qu'il a connu en Égypte, désire l'entretenir. Finalement, l'empereur et l'homme rouge s'enfermèrent dans le cabinet particulier de ce dernier. La conversation est longue. Quelques mots parviennent aux oreilles. La voix de Napoléon est suppliante.
il semble demander une faveur qu'on lui refuse. Enfin, la porte s'ouvre. L'homme rouge sort, traverse rapidement les salles et disparaît dans le grand escalier, au grand étonnement des gardes suisses. Cette histoire se répand dans la capitale, on la raconte dans les salons, et plus d'une personne est arrêtée par la police pour l'avoir diffusée. En juin 1815, Napoléon est assis dans un fauteuil de son cabinet de travail du palais des Tuileries, quand soudain il sent une sorte de torpeur s'emparer de lui. Puis, un brouillard rouge se forme, d'où sort un petit homme portant un bonnet en laine, semblable au bonnet phrygien. Il observe l'empereur, le visage grave, et disparaît. Quelques jours plus tard, le 18 juin, Napoléon perd la bataille de Waterloo. Le 15 juillet, il se livre aux Anglais, et le 7 août, il embarque à bord d'un bateau qui le conduit sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt 6 ans plus tard, le 5 mai 1821. Politiquement, Charles-Ferdinand d'Artois passe pour un opposant à Louis XVIII. Il est donc un ultra-royaliste et un réactionnaire au sein de la famille royale. Néanmoins, les ennemis des Bourbons voient en lui le seul de leurs membres à pouvoir perpétuer la famille royale. Il est poignardé à sa sortie de l'Opéra, rue de Richelieu, le dimanche 13 février 1820 vers 23h, par Louis-Pierre Louvel, un ouvrier bonapartiste. Le spectre de l'homme rouge se montra sur les marches de l'Opéra quelques heures avant le drame. Le duc de Berry ne meurt pas sur le champ. Il a la force d'arracher l'haleine plantée dans sa poitrine avant de tomber en syncope. Transporté dans une des salles du théâtre, il expire le lendemain à 6 heures du matin. Durant sa longue agonie, le prince révèle que son épouse, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, est enceinte. Il confesse également l'existence de 2 de ses enfants naturels. Il demande que son assassin soit gracié et regrette de mourir de la main d'un Français. Par la suite, l'opéra de la rue de Richelieu est rasé sur ordre de Louis XVIII, afin de faire disparaître le lieu du drame. À son emplacement se trouve aujourd'hui le square Louvois. Louis XVIII souffre de diabète et d'une goutte qui empire avec les années et lui rend tout déplacement extrêmement difficile à la fin de son règne. Dans ces dernières années, le roi doit marcher à l'aide de béquilles et est souvent déplacé en fauteuil roulant dans ses appartements. S'il se surnomme gentiment le roi fauteuil, les bonapartistes ainsi que le petit peuple le surnomment le gros cochon ou le cochon 18. Vers la fin de sa vie, le roi est atteint d'artériosclérose généralisée. La gangrène range son corps devenu impotent et appesanti par l'hydropésie. À la fin du mois d'août 1824, la gangrène sèche qui a attaqué un pied et le bas de la colonne vertébrale a provoqué une large plaie suppurante en bas du dos et l'a rendu méconnaissable. Fièrement, il refuse de s'aliter. Un soir, alors que la souffrance l'empêche de dormir, il reçoit la visite du petit homme rouge. Croyant à une hallucination, le roi se frotte les yeux et l'homme disparaît. Le comte d'Artois, futur Charles X, erre dans les jardins en dépit de l'heure tardive, rongé par l'inquiétude à propos de l'état de santé de son frère. En observant les fenêtres de la chambre à coucher, il voit celle-ci s'empourprer de lumière rouge. Puis, un homme apparaît dans l'allée et lui tend une couronne royale ensanglantée avant de disparaître. Le 12 septembre, sa terrible souffrance oblige le roi à se coucher. Il se décompose et dégage une odeur si nauséabonde que sa famille ne peut rester à son chevet. Un de ses yeux a fondu. Un valet de chambre voulant déplacer le corps arrache des lambeaux du pied droit. Les os d'une jambe sont cariés, l'autre jambe n'est qu'une plaie. Le visage est noir, jaune. Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824 à 4 heures du matin dans sa chambre du palais des Tuileries. En 1831, Marie-Anne Lenormand, célèbre cartomancienne et nécromancienne, écrit un petit opuscule, Le petit homme rouge au château des Tuileries, qui contribue à populariser le spectre.
En 1833, Honoré de Balzac consacre quelques lignes à l'influence du petit homme rouge sur la vie de Napoléon dans son roman Un médecin de campagne, soulignant que l'empereur parlait parfois du fantôme qui lui apparaissait dans les moments les plus difficiles et qui habitait dans les combles du palais des Tuileries. Bien que le roi Louis-Philippe ne rencontra jamais le fantôme durant son séjour aux Tuileries, le chansonnier Pierre-Jean de Béranger écrit en 1837 une chanson sur l'homme rouge des Tuileries. Je vais éviter de chanter, mais je peux tout du moins vous transmettre, on dira, les paroles. Une ancienne tradition populaire supposait l'existence d'un homme rouge qui apparaissait dans les Tuileries lors de quelques événements malheureux pour les maîtres de ce château. Cette tradition reprit cours sur Napoléon. Foin des mécontents, comme balayeuse on me loge depuis 40 ans dans le château près de l'horloge. Or, mes enfants, sachez que là, pour mes péchés, du coin d'où le soir je ne bouge, j'ai vu le petit homme rouge. Saint du paradis, priez pour Charles X. Vous figurez-vous ce diable habillé d'écarlate, bossu, louche et roux, un serpent lui sert de cravate? Il a le nez crochu, il a le pied fourchu, sa voix rauque en chantant présage au château grand remue-ménage. Saint du paradis, priez pour Charles X. Je le vis, hélas, en 92 apparaître, noble et prélat, abandonner notre bon maître. L'homme rouge venait en sabot, en bonnet. M'endormais-je un peu sur ma chaise, il entonnait la Marseillaise. Saint du paradis, priez pour Charles X. J'eus à balayer, mais lui, bientôt, par la gouttière, revint m'effrayer pour ce bon monsieur Robespierre. Lors il était poudré, parlait mieux qu'un curé, ou, comme riant de lui-même, chantait l'hymne de l'être suprême. Saint du paradis, priez pour Charles X. Depuis la terreur, plus n'y pensait, lorsque sa vue du bon empereur vint plumer ennemi, et chantait au son d'une vieille « Vive Henri IV et Gabriel ». Saint du paradis, priez pour Charles X. Soyez donc instruits, enfants, mais qu'ailleurs on l'ignore, que depuis 3 nuits l'homme rouge apparaît encore. Riant d'un air moqueur, il chante comme au cœur, baise la terre, et puis ensuite, saint du paradis, priez pour Charles X, met un grand chapeau de jésuite. Le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, l'impératrice Eugénie doit s'enfuir des Tuileries en passant par le pavillon de Flore. Perdu dans la galerie du Louvre, le petit homme rouge lui apparaît, très amaigri. Il lui indique la sortie d'un geste furtif. Elle trouve refuge auprès de son dentiste américain, le docteur Thomas Evans, qui l'abrite dans son hôtel particulier avant de l'accompagner en Angleterre. Le dernier chapitre de cette histoire se déroule le 26 mai 1871. Le palais est incendié par les communards le 23 mai, et une grande foule se rassemble pour contempler le spectacle durant les 3 jours suivants. Le pavillon central vient d'exploser, quand soudain, le petit homme rouge apparaît à une fenêtre de la salle des maréchaux. Tendant ses bras vers la foule, il disparaît dans le fracas des plafonds effondrés. Personne ne le revit jamais. Et bien voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, tout du moins détendue. N'hésitez pas à la ressortir un soir d'Halloween, surtout s'il pleut et que vous ne pouvez pas aller défiler et quémander des bonbons. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle histoire.